Bonjour et merci de prendre rendez-vous tous les jours avec l'actualité sur les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM. Vous êtes au tribunal de l'actualité, 4e et avant-dernière convocation de la semaine. Vous le savez, c'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs d'ici et d'ailleurs. Une émission que vous pouvez d'ailleurs suivre sur nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour, Messieurs les juges. Bernard Bougma Jofrava, bienvenue. Bonjour Président Ouedraogo, merci. Bonjour Juge Farah, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour Juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Le prix de la baguette de pain au Burkina Faso pourrait connaître une augmentation et passer de 150 à 200 francs CFA. C'est une alerte donnée par la Fédération burkinabé des patrons de boulangerie, pâtisserie et confiserie. Elle dit subir de plein fouet les conséquences de la crise Covid-19 et de la guerre russo-ukrainienne. Alors le sujet, il est enrôlé au tribunal de l'actualité. Vous aurez tout à l'heure le regard des juges au siège sur cette actualité-là. L'autre de l'actualité également, c'est cette décision au Mali du retrait définitif de la licence des médias français RFI et France 24. Analyse et décryptage de ces sujets après les avant-propos. Messieurs les juges, vous avez la parole. On commence avec le juge Bougma. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette 4e et avant-dernière convocation de la semaine? Merci. Deux avant-propos. Le premier avant-propos, c'est le Conseil des ministres d'hier, où beaucoup de marchés ont été attribués. Mais il y a des précisions qui ont manqué sur certains marchés. On connaît le montant est dit, mais on dit par exemple, je prends un exemple. Le deuxième rapport est relatif à l'approbation des résultats d'appel d'offres pour les travaux de construction de bitumage de routes nationales et d'une route régionale. Donc, les routes, il y a beaucoup de routes qui ont été précisées, mais les routes régionales n'ont pas été précisées. Donc, on ne connaît pas non seulement la distance de la route n'est pas connue, la localisation de la route n'est pas connue. Il y a beaucoup de structures qui font également la veille par rapport au suivi des exécutions de ces choses-là qui sont des organisations de la société civile qui sont dans ce domaine-là. Donc quand vous regardez, il n'y a pas de précision. Bon, je me suis dit peut-être que ça a échappé et que la précision viendra pour qu'on sache que c'est quelle route et c'est quelle la longueur de la route fait combien. Et c'est une précision de mon point de vue qui est nécessaire parce que ce n'est pas sur une seule route, sur beaucoup de routes régionales et la précision elle est grande quand même. Donc je tiens à préciser que cette précision est importante, que ce soit mentionné au niveau du compte rendu du Conseil des ministres, parce que les populations aussi attendent des routes. Alors, l'axe Gounguin-Fada, je pense que les travaux ont été lancés, mais là-bas, j'ai l'impression que ce qui est prévu, c'est un entretien qui est signalé. Donc, il nous faudra également avoir de la précision des explications pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché à un moment donné, pour qu'une route dont les travaux, je pense, ont été lancés en 2018, si ma mémoire est bonne, qu'on en soit beaucoup plus à de la réflexion qu'à un bitumage. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou bien ça, c'est juste le temps de pouvoir régler un problème ponctuel avant d'engager les vrais travaux. Parce qu'on l'a vu également ici, à un moment donné à Ouagadougou, la circulaire c'était très compliqué. Donc il y a eu un petit entretien juste périodique, permettre aux usagers de circuler en attendant que les vrais travaux qui sont en train de s'achever soient lancés. Ici c'est comme ça, je dis bien, c'est bien de donner la précision parce que c'est des populations qui sont très remontées, qui prennent l'axe et qui se posent beaucoup de questions. Mon deuxième avant-propos, c'est sur la délégation spéciale. Les mandats des maires d'ailleurs, ça prenait fin dans ce mois de mai, mais bon, on est allé en délégation spéciale. La composition, l'organisation, tout maintenant ça a été rendu public en Conseil des ministres. Je pense qu'il y a en gros 2 ou 3 semaines. Mais ici, il y a quand même une entité qui manque. Quand j'ai lu le décret, les compositions, il y a une entité quand même qui manque. De mon point de vue, c'est flagrant. C'est la police municipale. Que la police municipale manque à l'appel au niveau de la délégation spéciale, moi je me pose des questions. Je suis allé au renseignement, en toute sincérité. Je suis allé au renseignement avec les concernés. Certains ont accepté, d'autres disent qu'en réalité on leur a dit que la composition est venue d'en haut.
Alors que la même composition qui est venue d'en haut a impliqué la police municipale aux assises. Donc, maintenant, au niveau des délégations spéciales, la police municipale joue un grand rôle sur les questions d'assainissement, la mobilité, la réglementation au niveau de la RAGEM et tout, au niveau de la RAGEM, le régime d'achat et d'équipements marchands. Voilà, bref. Donc, c'est un grand pan. La police municipale occupe à elle seule un grand pan de la décentralisation, du processus de décentralisation. Et quand on regarde la composition, dans notre dispositif républicain, il y en a qui ne sont pas formellement sur le plan constitutionnel. Je pense par exemple de la chefferie traditionnelle et religieuse. Dans notre dispositif républicain, pour le moment, on ne les voit pas. Mais cette police municipale a un rôle et sécurise parfois certaines... Voilà, donc, et qu'elle ne soit pas mentionnée dans la délégation spéciale, je pense que ça doit être un oubli au niveau de la composition, mais quand les concernés disent que renseignement pris également, on leur a dit que non, la liste est venue d'en haut, ils n'ont fait que appliquer ce qu'il y a. Je pense que ce n'est pas tard pour rectifier le tir, de mon point de vue, compte tenu du rôle et de la place de la police municipale dans la cité, dans une délégation spéciale, on ne peut pas oublier cette force-là. Ce n'est pas possible, de mon point de vue. Donc je pense que c'est bon de rectifier le tir pour que la police municipale puisse avoir sa place dans cette délégation spéciale, parce qu'il y a des décisions qu'elle va exécuter, il y a même une contribution très bien qu'elle peut faire, de mon point de vue. Donc c'est un plaidoyer en faveur de la police municipale ce matin que je fais pour la délégation spéciale. Sinon le reste, il n'y a pas grand-chose à dire. Merci, juge Bouma. Juge Va. Oui, merci Président. Moi, mon avant-propos va concerner le communiqué d'hier de la CEDEAO concernant le Burkina et le Mali, et plutôt la Guinée, parce que la CEDEAO avait donné un ultimatum aux deux pays qui venait à échéance le 25 avril pour que ces pays-là donnent un calendrier raisonnable du transfert de pouvoir aux civils. Et à l'approche donc de l'ultimatum, il y a, selon le communiqué, la partie burkinabé qui a fait notifier qu'elle voulait plus de temps pour des consultations sur certaines questions. Et la Guinée, qui elle aussi a demandé plus de temps. Maintenant, avec les informations qu'on a reçues, c'est que la Guinée elle-même avait dépêché un émissaire au Ghana pour rencontrer le président Akufo-Addo afin de discuter d'ailleurs sur la question de cette rallonge-là qu'il voulait. Maintenant, quand on regarde, c'est que quand on prend le cas guinéen par exemple, on a l'impression que c'est un pays qui, des fois avec les sorties, a des autorités qui vont un peu frontalement avec la CEDEAO. Mais on se rend compte aussi qu'ils sont conscients d'une façon ou d'une autre de ce que des sanctions prises peuvent avoir comme effet. Et donc, même quand on bande les muscles, on reste toujours raisonnable. Et c'est bien pour cela qu'ils ont dépêché, le dernier jour d'ailleurs, un émissaire au Ghana. Donc ça veut dire déjà ce que ça veut dire. Maintenant, quand on prend la partie burkinabé, elle n'est pas du tout dans cette option-là de bander les muscles ou par moment de vouloir donner un autre visage. C'est toujours l'ouverture au dialogue. Et donc, dès le 22, donc 3 jours avant, il y a eu cette note qui a été adressée à la CEDEAO pour demander plus de temps. Maintenant, dedans, quand la CEDEAO nous dit que pour le Burkina, c'est d'autres consultations encore sur certaines questions, on sait très bien que la pierre d'achoppement, c'est la durée de la transition. Quand on regarde les préalables qui avaient été posés, c'est la libération de l'ancien président Roch Kaboré, ce sur quoi je pense que des avancées ont été obtenues. Maintenant, le deuxième, c'est la durée de la transition. Maintenant, est-ce que les consultations dont on parle concernent cette durée de transition? Je pense que ça va être difficile, d'autant plus que ce sont des assises nationales avec les différentes composantes de nos sociétés qui a validé cela. Donc, je ne sais pas comment est-ce que ça va... Quelle autre consultation on fera? Ça veut dire peut-être que c'est plus de consultations en interne. Sinon, de logique en tout cas, il y a eu toutes les consultations en interne déjà pour qu'on parvienne à cette date. Ce qui est intéressant, c'est que la CEDEAO ne va plus d'emblée directement sur les sanctions. Parce que
quand on regarde la dynamique d'avant, c'était bien cela. Il y avait l'ultimatum, si c'était pas respecté, c'était les sanctions qui allaient venir en même temps. Mais là, on n'y est pas direct. La preuve, il y a des émissaires qui vont venir, il y aura des missions diligentées par la CEDEAO pour discuter et prendre langue donc avec les différentes transitions pour comprendre un peu un certain nombre d'éléments, ce qui est déjà positif. Mais je dis que sur la question de la durée de transition, je suis convaincu qu'il y aura toujours cet achoppement, parce qu'on a eu même hier, au sortir du Conseil des ministres, le rappel du porte-parole du gouvernement sur la question de la durée de la transition. Donc, ce n'est pas qu'on y va frontalement, mais au moins c'est un principe qui est un acquis pour lequel on a l'impression que nos autorités ne veulent pas vraiment forcément discuter. Mais en même temps, elles disent on ne sait jamais, avec l'évolution de la première préoccupation sécuritaire, on pourrait revoir un certain nombre d'éléments. Maintenant, revoir comment? En tout cas, on attend de voir ce qui pourrait se passer. Mais c'est déjà intéressant qu'on n'aille pas directement à des sanctions, et c'est intéressant qu'on continue toujours dans ce dialogue-là. Et on va suivre et regarder comment est-ce que les choses vont se mener par après. Merci pour ces avant-propos. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité. Un rendez-vous du lundi au vendredi pour en tout cas jeter un regard critique sur l'actualité, sur les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM. Pour une baguette de pain, le consommateur devra débourser 200 francs CFA. C'est ce qui risque d'arriver si rien n'est fait, prévient la Fédération burkinabé des patrons de boulangerie, pâtisserie et confiserie. Hier, en conférence de presse, elle a pointé du doigt l'impact de la crise sanitaire liée au Covid-19 et la crise russe-Ukraine. Alors, c'est une situation qu'il faut régler, je dirais, une patate chaude entre les mains du ministre du Commerce. Et Juge Bourma, la question de l'augmentation du prix du pain n'est pas une question qui date d'aujourd'hui. Il faut dire que c'est une question qui est d'actualité et qui s'est longtemps posée. Oui, elle est longtemps posée, de report en report. Donc, ça, ce n'est pas un nouveau débat. Voilà, je cherchais ce mot-là. Le débat n'est pas nouveau. Parce que quand le ministre Harouna Kaboré était toujours au ministère, qui est ministre du Commerce, les boulangers avaient fait une sortie laissant croire qu'on pourrait s'attendre évidemment à une augmentation du pain compte tenu de la flambée des coûts du blé et consécutive à la maladie à coronavirus qui aurait fait effectivement grimper le coût du transport et donc les prix, c'était difficile de servir le même pain dans la même quantité de pain et au même prix. Souvenons-nous que l'augmentation du pain de 125 à 150 a été opérée en son temps de façon unilatérale, si je peux m'exprimer ici. Nous nous sommes réveillés un matin, vous arrivez, et votre livreur de pain vous dit que c'est devenu 150. C'est comme ça qu'on est passé à 150 francs CFA. Donc, des discussions et tout, c'est resté. Et quand il y a eu effectivement ce débat qui a été soulevé, à l'issue du Conseil des ministres, le ministre Harouna Kaboré avait été clair. Jusqu'à l'heure actuelle, il n'est pas envisagé une augmentation du prix du pain et il n'en est pas question parce qu'ils sont dans des discussions qui ne sont pas terminées. Et donc, étant donné que les discussions n'étaient pas épuisées, il n'est pas question déjà que les uns et les autres parlent d'augmentation puisqu'ils sont toujours en discussion. Et puis, c'est réglé. Après, c'est cette sortie-là également donc, qui a été effectivement donné de constater. Et hier, le gouvernement qui rassure également qu'il n'y aura pas d'augmentation. De deux choses l'une. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où ils disent qu'ils sont en discussion, je ne comprends pas la sortie des boulangers, sauf si peut-être c'est pour mettre une pression sur le gouvernement. Parce que d'un point de vue, ils fonctionnent ensemble. Il y a des cadres de rencontre entre ces acteurs-là et le ministère du Commerce et tout. Mais comment se fait-il qu'à chaque moment, il faut qu'ils fassent des tirs de sommation pour que le consommateur soit rassuré? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, du fait d'augmentation, le constat d'ailleurs ces derniers temps, vous voyez plusieurs publications là-dessus. Le pain n'a plus sa même consistance d'avant. Donc, les consommateurs font déjà ce constat-là. Donc, où le prix il est augmenté et on conserve
le même grammage, c'est-à-dire la même quantité de pain, ou c'est maintenu à 150 francs et on a un point moins gros. C'est-à-dire qu'ils ne respectent pas le poids normal. Parce que le poids, il est fixé. Le poids, il est connu en fonction de la qualité du pain. Mais ces derniers temps, et ça c'est vrai, beaucoup font ce constat-là. Alors, donc, c'est-à-dire qu'on paye un pain, le prix ne s'augmente pas, mais son poids ne vaut pas le poids normal du pain. Ou on augmente et on a le poids normal. Qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions? L'autre question qui mérite d'être posée, qui est aussi pertinente, est-ce que nous pouvons ne pas, nos acteurs là peuvent empêcher une augmentation? Est-ce que le boulanger peut empêcher d'augmenter parce qu'il a aussi des charges? Est-ce que le gouvernement peut empêcher cela au regard de la réalité terrain? Beaucoup invoquent la guerre Russie-Ukraine, qui est aussi une vérité. Et c'est d'ailleurs, ce n'est pas le Burkina seul. Il y a beaucoup de pays qui ont déjà vu le prix du pain augmenter. Mais chez nous, on a une tradition de dialogue qui fait que c'est, jusqu'à présent, certaines marges qui sont contenues. Regardez même au niveau des hydrocarbures. Jusqu'à présent, nous avons pu contenir les marges, malgré les augmentations, même dans des pays qui ont directement accès au port et qui sont même producteurs de comment on appelle ça, de pétrole, d'hydrocarbures. Mais nous, on n'a pas encore augmenté. On est toujours resté dans des proportions. Maintenant, en ce qui concerne le pain, est-ce que réellement le débat va évoluer ou bien ça va rester un dialogue de sourds? À quoi est-ce que nous, consommateurs, final, on devrait s'attendre à quoi? Bon, ça c'est après les concertations entre le gouvernement et les acteurs, donc l'association des boulangers et pâtissiers, on saura à quelle sauce le consommateur lui-même sera mangé. D'accord. Alors, juge, quand on écoute les boulangers, alors en même temps qu'ils préviennent qu'il y a risque que le prix du pain connaisse une augmentation, on précise également que rien n'est d'abord décidé et que les négociations sont en cours. Alors, quand on donne ces éléments-là, est-ce que vous comprenez cette stratégie de communication? Non, mais j'ai l'impression que la question du prix du pain, c'est vieux, hein. C'est pas maintenant, et ça vient de façon cyclique au regard, par exemple, des fluctuations qu'il y a au niveau international sur certains marchés, parce que nous importons tout ce blé-là. De 2018. En 2018 et 2020, de ce qui ressort de certaines statistiques, 25 pays africains importaient le tiers de leur consommation de blé de la Russie. Donc, c'était prévisible qu'avec ce qu'on était en train de voir venir là, il y allait avoir des impacts. Russie, premier exportateur mondial de blé, vous prenez l'Ukraine, qui était en passe de devenir le troisième avant la crise, donc après les États-Unis. Donc sur cette matière-là, c'est clair qu'il y allait avoir beaucoup de problèmes. Et puis il n'y avait pas que ça. Quand on parle de cette Russie-là, et même de l'Ukraine, c'est le grenier. C'est vraiment le grenier du monde. Et quand la crise, aujourd'hui, elle a impacté un certain nombre d'éléments, comme par exemple le gaz, le pétrole, le tournesol, il y a le nickel, il y a encore beaucoup d'autres produits de ce type-là qui sont touchés. Donc, pour peu que vous ayez une vision prospective, vous savez que ce sont des éléments qui, avec un onde de choc, parviendra à vous atteindre. Maintenant, vous faites des choix par rapport à ça. Vous savez, toute réduction, tout maintien a une conséquence. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui paye pour la réduction, il y a quelqu'un qui paye pour le maintien, si le coût, dans sa logique, impacte de façon à ce que le prix aille à la hausse. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans des états et dans des conforts pour pouvoir, sur la question du pain, par exemple, accepter que l'État casque pour une partie? Si ce n'est pas possible, ça veut dire que ça va augmenter. Il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, quelquefois, on est dans des comment dire cela, on est dans des renvois de balles qui ne servent pas, alors qu'on sait qu'au fond, il y a quelque chose de presque inéluctable. C'est comme si la question du carburant. Quand la crise Russie-Ukraine a commencé,
on a atteint un niveau historique de 130, je pense 130 $, le baril, 130 $ américains le baril. C'était jamais atteint depuis 2008, je pense. Donc quand vous voyez ça, s'il y aurait un nombre de choc, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, et quand vous voyez certains pays commencer à augmenter le prix du carburant, quand un ministre il dit, bon écoutez, ça commence à devenir intenable, c'est une façon de préparer les esprits. Quand on lui dit, on dit non, ce n'est pas pour préparer les esprits. Mais si, c'est pour préparer les esprits. Les choses sont là, dites-les. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Parce que tout le monde voit. On est dans un monde qui est maintenant globalisé. Tout le monde a un petit téléphone sur lequel il arrive à se connecter, à voir ce qui se passe un peu partout. Et ça, c'est des règles qui sont échangeables. Donc, l'impact là, il est connu, l'impact, il allait venir. Il y a, et comme on écoutait d'ailleurs les boulangers, il y a une pression qui est sur eux. Maintenant, eux aussi, bon, faut qu'on se dise la vérité. Le pain aussi qu'ils nous servent là, nous tous on regarde aussi, on voit, hein, quand vous attrapez, vous connaissez quoi. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Bernard, pour ne pas le rappeler, parlait de la question de la consistance de ce pain là. Donc les changements là, nous-mêmes on a commencé à voir, c'est pas aujourd'hui. Maintenant, peut-être qu'ils ont fait leurs petits calculs, ils ont fait leurs petits arrangements, mais où ils sont arrivés, c'est intenable. Il faut qu'ils augmentent le prix. Sinon, peut-être qu'on n'aura plus de mie dans le pain, ça sera une enveloppe vide. Ça sera tout beau là, craquant, puis quand on va appuyer, il y aura de l'air dedans. Peut-être que c'est à ça qu'on allait arriver. C'est pour ça qu'on demande que tout le monde constate à ce qu'il y ait une augmentation. Mais pour revenir sur mes propos, c'est une réalité qui devient difficile à tenir. On ne peut pas continuer. Pour les producteurs, on le comprend parce que tout ce qui entre dans leur système de production a augmenté, que ce soit l'huile, que ce soit ce blé-là. Vous voulez qu'ils fassent comment? Ils vont impacter ça sur les prix de vente. Il n'y a pas plus logique que ça. Ou bien ils vont fermer boutique. Maintenant, comme c'est des choses qui sont jugulées, parce que ça fait partie souvent du panier sur lequel le panier de prix sur lequel souvent les ministères ont mot à dire et jugulent. Donc ça devient compliqué. Donc il y a aussi quelquefois aussi à l'autorité centrale de s'assumer sur certaines questions. Ou bien elle décide de prendre, elle pense qu'elle a les capacités de pouvoir supporter l'une des parties, ce qui va m'étonner, puisqu'on est en train de parler de nouvelles niches en termes d'imposition et tout. Ça veut dire qu'on a mal à nos recettes. C'est pas maintenant qu'il va falloir encore décaisser. Donc quelquefois il faut regarder la vérité en face et puis avoir le courage de dire à ses concitoyens. D'accord. Alors, juste Bouma, quand on parle d'augmentation, c'est sûr que la pilule est toujours difficile à avaler pour le consommateur. Mais quand on écoute les boulangers, il y a des faits et des chiffres qui sont rappelés. Quand on prend aujourd'hui la matière première de base, qui est la farine de blé, on nous dit que le prix de la tonne est passé de 350 000 francs à 500 000 francs entre janvier 2022 et avril 2022. Ça, c'est pour la farine importée. Et pour la farine de fabrication locale, on parle de 338 000 francs à 450 000 francs. Ça, ce sont des faits. Si on décide de maintenir le prix, la question qu'on se pose, c'est jusqu'à quand ce prix va être maintenu. C'est ce que je dis. C'est bon de maintenir un débat sain, honnête et sincère. Il n'y a pas à se cacher. À la fin, c'est le consommateur final qui dit bien qu'il casse. Le boulanger, pâtissier, il ne va pas perdre. En tout cas, il ne va pas perdre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour que le consommateur ait toujours son pain? Pour ceux qui sont fidèles au pain le matin. Maintenant, qu'il ne casque pas aussi cher parce qu'il a d'autres charges. Et c'est des prévisions que les uns et les autres font. Pour ceux qui sont fidèles à leur pain du matin ou du soir, je ne sais pas moi, son prix de pain, quand il prend son calepin pour faire ses prévisions mensuelles, là, ce qui est calé pour le pain, là, il a déjà calé. C'est 150, 150, 150, 150. S'il prend 10 pains ici, c'est dans le mois combien il va. Bon, tout est déjà calé. Celui qui vend du pain bro aux abords des routes, ou celui qui tient un kiosque et qui vend du pain, il fait ses prévisions en tenant compte de ça également. Mais à la fin, celui qui casque là, celui qui prend la charge de tout le monde, coût du transport du blé jusqu'à Ouagadougou, je ne sais pas moi, passant par quel port, je ne sais pas moi, c'est le consommateur final qui casque. S'il a besoin de son pain avec le même poids, et que le boulanger aussi doit lui donner un pain conséquent, avec de la mie à l'intérieur, bien dosé,
et qu'à la fin du mois, il puisse également supporter ses charges incompressibles et continuer aussi de vivre, il y a un choix à un moment donné qui est honnête à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous diminuez le grammage ou vous augmentez le coût tout en maintenant le même poids? Donc je pense sincèrement, j'ai dit le débat doit être honnête, franc et sincère. Le consommateur, quand la guerre Russie-Ukraine a commencé, les regards ont été clairs et précis. Il y a un risque d'augmentation sur les produits de consommation courante, parmi lesquels il y a le blé, à cause du pain, parmi lesquels il y a les hydrocarbures. La Russie aussi est un gros producteur de pétrole. Alors, dans ces conditions, ce qui était donné de voir c'est que si la guerre va durer, si elle va persister, les conséquences, même pour ceux qui sont loin, les conséquences vont venir parce qu'on est dépendant de beaucoup de ce blé-là. C'est normal. En termes d'alternatives, qu'est-ce qu'on a trouvé sur les plans locaux? Je lisais qu'un Camerounais avait pu faire une trouvaille avec du pain avec de la farine de manioc et tout. C'était montré sur les réseaux sociaux, ça fait le tour du monde, c'est apprécié, oui. Est-ce que sur le plan local, on ne pouvait pas faire autrement aussi pour avoir du pain? Est-ce qu'on est obligé de faire avec le blé et être très dépendant puisqu'on n'en cultive pas? Même si on avait tenté une expérience ici, le blé. Donc en même temps, on était surpris que notre très grande dépendance est en même temps un danger pour nous. Et ceux qui savent également que l'humanité dépend beaucoup à un moment donné, à un moment ils abusent. Parce que c'est la loi de la demande et de l'offre. Quand au début du conflit, les Américains ont tenté de demander au Venezuela d'augmenter sa production d'hydrocarbures, elle a dit non. Ils ont demandé la même chose à l'Arabie Saoudite, elle a dit non. Puisque s'ils augmentent leur production, le prix ça joue, mais s'ils n'augmentent pas, à un moment donné, les prix vont flamber, puisque les États-Unis d'ailleurs produisent, mais mettent en réserve, ils conservent. Ah d'accord. Donc, c'est dans ce côté-là que, dans cette situation, nous vivons. C'est pourquoi j'ai toujours dit, cette guerre Russie-Ukraine, on pouvait l'éviter. Si on avait des dirigeants sages, responsables. Mais ils n'ont que faire. C'est l'orgueil, c'est l'égoïsme. Chacun tient à affirmer qu'il est une puissance mondiale, qu'il tient un bout de l'humanité entre ses mains. Et si tu t'amuses, tu verras. Ça, c'est une guerre d'ego d'abord. Sinon, je pense c'est une guerre qu'on pouvait éviter. Que ceux qui aient applaudi la guerre, ceux qui n'aient pas applaudi la guerre, ceux qui ont applaudi ou pas, nous allons... Si ça se prolonge, nous allons tout subir. Je lisais des gens qui disent oui, tu as applaudi la guerre, tu as applaudi que la guerre était, dès que la Russie est en train de taper l'Ukraine, tu as applaudi, mais le pain, tu vas payer cher. Tout le monde sait que dans cette guerre-là, le coût, il va être énorme. C'est pourquoi l'Europe est en train de courir. Nous, au Sahel, on a demandé combien d'armes pour faire face au terrorisme. Mais il y a combien d'armes que l'Union européenne est en train d'envoyer à l'Ukraine? Hier encore, je lisais que l'Allemagne a validé l'envoi de blindés à l'Ukraine. De là-haut, les radars français détectent Wagner dans le Sahel malien. Mais ils y étaient, ils n'ont pas vu les terroristes défiler. C'est un calcul, c'est une guerre, c'est de l'économie. Donc à chacun de pouvoir s'organiser. Les pays même qui ont su faire face au terrorisme ont utilisé des méthodes endogènes. Il y a eu l'apport extérieur, mais c'est d'abord endogène. Donc cette guerre vient nous interpeller, comme la maladie à coronavirus vient nous interpeller par rapport à notre trop grande dépendance. Réfléchissons endogène, réfléchissons sur la base de ce que nous avons comme entité, comme force sur le plan agricole, sur tous les plans, parce que chaque pays a ses forces et a ses forces pour se nourrir. Parce que bien avant le contact de l'extérieur, bien avant l'arrivée du colon, on se soignait, on se nourrissait. Donc jusqu'à présent, on peut le faire. Il suffit d'être un peu plus intelligent. Et je pense que cette guerre vient nous interpeller. Mais qu'est-ce qu'on fait en attendant? Parce qu'en attendant, tout ce débat-là, il est bon.
Mais il y a un risque d'augmentation de pain ou un risque de diminution de grammes de pain. Bon, là même, on est déjà là-bas. Quand on regarde le pain de certaines boulangeries, il faut qu'on se dise la vérité. Le pain a perdu en poids. Et ça, c'est déjà là. Mais qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Alors, sur la probable augmentation du prix du pain, le gouvernement est clair là-dessus. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour et les discussions se poursuivent. Mais pour beaucoup de consommateurs, alors, ce travail de veille-là et de contrôle doit s'étendre sur d'autres produits. On a comme l'impression qu'on fait une fixation sur le pain et aussi les hydrocarbures. Mais il y a les prix d'autres produits qui ont flambé, qui sont les produits de grande consommation. Le lait, le sucre et aussi les céréales. Oui, il y a certains pays, pour ne pas les citer, qui sont même voisins, qui ont décidé d'élargir le panier de produits sur lesquels ils ont une régulation plus ferme. C'était comme chez nous, avec le pain et ce que vous citiez, mais ils l'ont élargi sur 3 mois. Parce qu'on est aujourd'hui dans une réalité inflationniste qui gagne tous les pays, au regard des chocs qu'il y a au niveau international, qui sont des facteurs exogènes à nos pays. Donc, du coup, c'est des éléments sur lesquels on n'a pas impact possible. Donc, il faut en interne faire des choix. Mais je dis toujours que maintenir un prix alors que les éléments qui le constituent sont en hausse, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui paie par ailleurs. Donc, c'est qui? C'est souvent l'État, ou bien c'est demander au consommateur final de l'endosser, donc à travers une hausse. Ou bien de se dire qu'il y a une marge déjà qui était très intéressante pour celui du commerçant, donc il va falloir cette période qu'il accepte aussi de pouvoir gagner un peu moins, mais faire toujours du bénéfice, le temps que la situation puisse passer à une autre plus reluisante. C'est un peu comme ça. Et vous écoutez même sur le cas du pain, par exemple, les boulangers sont très clairs là-dessus. C'est pas à eux de définir. C'est une proposition qu'ils font. Même la question de passer de 150 à 200, c'est une question de proportion. Il faut savoir est-ce que les chocs qu'on a aujourd'hui, les conséquences qu'on a aujourd'hui, on n'a pas de commerçants qui sont dans une dynamique d'enrichissement outre mesure où la proportion de l'impact est sans commune mesure avec la hausse qu'ils sont en train d'entrevoir. Donc ça, le ministère aussi, ils ont des clés de lecture et ils ont des indicateurs qui leur permettent de savoir comment est-ce que à la fin le prix du pain fixé peut permettre à celui qui est dans le secteur de continuer de vivre et puis à ceux qui sont dans la chaîne de continuer d'exercer. Donc ça, c'est une question technique et je pense qu'ils y sont et ils peuvent discuter entre eux. Mais c'est clair que la question que vous posiez, elle est très intéressante. Il y a beaucoup d'autres produits qui sont concernés et sur lesquels il va falloir qu'il y ait un genre de régulation qui soit faite. Et on peut regarder dans les pays à côté, c'est parallèle et raisonnable et on pourrait donc faire ce type de choix-là. Parce que je dis, c'est pas que le pain. J'ai cité les autres produits qu'on a, ne serait-ce que pour ce qui concerne la crise russo-ukrainienne, pour comprendre que les impacts sont forts. Il y a avec la question de maladie à coronavirus sur lesquelles nos pays africains n'avons pas eu forcément la belle attitude quand on regarde un peu par après, à avoir fermé nos frontières et tout. On a nos économies qui ont subi le contre-coup de tout cela. Et donc, il y a beaucoup d'éléments à pouvoir juguler ici. Mais pour revenir sur la seule question du pain, je crois que ça nous oblige à une autre réflexion que de s'arrêter et de dire écoutez, le pain là, c'est ceci, c'est cela, à dire que 25 pays africains en 2018 et 2020 ont le tiers de leurs importations sur la question du blé qui vient seulement de la Russie et tout. On est tellement liés à des habitudes alimentaires dans lesquelles on s'est mis dans un confort et que nous ne maîtrisons pas. C'est ça aussi la réalité de la réflexion qu'il faut mener aujourd'hui. Voilà quelque chose que nous mangeons tous les jours, qui est rentré dans notre quotidien, mais qui ne dépend pratiquement pas de nous. N'oublions pas que sous Paramanga Ernest Yonli, c'était en 2005-2006, il y avait eu un projet pilote qui avait été mené, 500 hectares, je pense que c'était dans le Sourou. Il y a même une campagne de récolte qui avait été faite, il parlait de 2000 tonnes de blé qui devraient être récoltées. Qu'est-ce que c'est devenu, ces choses-là? C'est ça la réalité. Lorsque vous avez des habitudes de consommation qui prennent en compte des intrants qui ne dépendent pas de vous, quand vous êtes dans la prospective, vous vous posez la question de savoir si demain je suis en rupture, comment je fais avec une population qui s'est habituée à un élément qui
si je ne m'abuse, peut impacter mon pouvoir. On connaît la question de le revirement des questions liées au pain. Il y a des histoires qu'il faut bien raconter. Hein. Les pouvoirs le savent, c'est sous d'autres cieux. Donc, on se pose la question. À partir du moment, quelquefois c'est ça qui désole. À partir du moment, c'est une habitude de consommation, ça veut dire que c'est une opportunité d'affaires. Et pourquoi est-ce qu'on a une agriculture et on a peut-être des zones qui peuvent s'y prêter, on lance des projets pilotes, on en fait une récolte et puis après, on ne sait pas de rentrer dans un genre d'échelle pour qu'on puisse avoir une offre qui puisse couvrir au cas où, à un moment donné, de par sa croissance, et carrément se substituer à l'importation que nous avions. Tant qu'on ne pense pas comme ça, tant qu'on ne réfléchit pas comme ça, on va se retrouver dans des situations où qui connaît la Russie? Il y a beaucoup même qui ne peuvent même pas pointer la Russie sur une carte, ni l'Ukraine. Ils mangent le pain là chaque matin. C'est maintenant qu'ils savent que ça vient de là-bas. C'est ça notre réalité. Ça, c'est seulement dans notre assiette du mat. C'est dans notre petit café, c'est dans notre ceci, c'est dans nos petites habitudes. Mais combien d'éléments on a qui sont tellement comme rien, mais dont nous dépendons à outrance, mais qui ne viennent pas d'ici et que nous importons toujours. On ne va pas continuer d'être des sociétés de consommation au sens strict du terme, où on ne produit pas grand-chose, on ne fait qu'exporter de l'or pour avoir du dollar, pour acheter tout ailleurs, l'amener et puis nourrir ces populations. Ça ne peut pas continuer comme ça. Tant qu'on ne se spécialise pas, tant qu'on ne développe pas par nous-mêmes des moyens de changer petit à petit et de par les opportunités que nos consommations ont, avoir des types de production qui soient domestiques à nous, on sera toujours dans ce type de débat que nous sommes en train de mener. Je crois que c'est ce que c'est en train de nous rappeler la question du pain et la question de la disponibilité du blé aujourd'hui. D'accord. Alors sur ce débat-là, il y a beaucoup qui estiment que certains acteurs sont aux abonnés absents, notamment les structures de défense des droits des consommateurs. Est-ce également votre égard? Oui, les structures de droits de consommateurs sont très présentes quand il s'agit d'incinération, de conférences de presse, et ça s'arrête là. D'ailleurs, sur cette question, il y a une conférence de presse aujourd'hui à 15h, si je ne me trompe pas de ce qui est annoncé en ce qui concerne la Ligue des consommateurs. Elle n'est même pas seule, il y a une autre structure de consommateurs qui a vu le jour il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est des structures de consommateurs qui attendent aussi la subvention de l'État pour pouvoir travailler parce qu'elles disent qu'elles n'ont pas suffisamment d'argent. Elles font du bénévolat. Et elles siègent dans des conseils d'administration de certaines sociétés parfois qui nous servent n'importe quoi. Donc, en même temps, ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas aussi aisé. Alors qu'ailleurs, les structures de consommateurs sont très, 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 très efficaces. Mais ici, il y a une autre montée des structures de consommateurs de façon informelles, pas très organisées comme on a l'habitude de les voir, mais qui sont virtuelles et qui gagnent beaucoup plus de résultats. Le client n'est pas satisfait, il pointe du doigt un prestataire et rapidement c'est corrigé et c'est rapporté et puis effectivement on avance. Mais on ne peut pas aussi trop en vouloir aux structures de consommateurs. Les bonnes volontés, ces personnes-là qui peuvent contribuer efficacement aussi, ont préféré jouer le retrait. Donc, elles regardent. Conséquence, il y a un terrain aussi qui est occupé par des hommes aussi de bonne volonté qui estiment qu'ils font ce qu'ils peuvent et puis ça s'arrête là. Alors que les questions de consommation, c'est aussi des questions de sécurité parce que c'est d'abord une sécurité alimentaire, la qualité de ce qu'on mange et puis tout. Mais après, quand vous avez une plainte, comment on fait? Donc, vous tombez sur un produit impropre à la consommation, vous regardez, c'est périmé, soit vous plaignez ou vous rangez, c'est plus dit, bon, écoutez, à partir d'aujourd'hui, dans cette alimentation, je ne rentre plus là-bas, dans cette boutique, je ne pars plus là-bas. C'est comme ça que le consommateur burkinabé se comporte. Donc, et c'est ça l'une des faiblesses de cette affaire. Alors, les boulangers annoncent, le gouvernement s'exprime, mais c'est ce soir, il y a eu une conférence de presse. Regardons de près la fausse crise sur le carburant qui a eu lieu il y a quelques jours. Le consommateur a dit quoi? Alors que si nos structures de consommation étaient très fortes, le minimum c'est une petite enquête pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché.
Il y a eu un goulot d'étranglement. La seule fausse rumeur n'était pas suffisante pour qu'il y ait des pénuries à grande échelle. Même s'il y a eu une ruée vers les stations-service, les seules rumeurs, ce n'était pas suffisant. Il y a eu d'autres explications. Parce qu'il y a un gros morceau des hydrocarbures qui avait des problèmes avec son livreur. Avec ses camionnettes pour la livraison de le ravitaillement de ses stations-service. La nationale des hydrocarbures était au courant. Une réunion a eu lieu entre la direction générale et les concernés. Il leur a même été demandé de faire un communiqué pour prévenir qu'il y a des problèmes de ravitaillement parce que. Mais le gros morceau a refusé. Il dit que le communiqué ne fera pas. Alors que, effectivement, cette grosse société a commencé à avoir des pénuries à un moment donné. Vous arrivez, les pompistes vous font un signe de la main et vous continuez. Parce qu'avec celui qui livre le carburant, il y avait des problèmes. Mais elle a préféré dire il y a des véhicules qui vont venir, qui sont au Ghana, vont arriver, ça va s'arranger. Ah ben ça ne s'est pas arrangé. Puisque le morceau représente près de 30% à lui seul comment on appelle ça, des hydrocarbures au niveau du Burkina. Parlant de ce qui est carburant, au niveau des stations-service. Mais si notre structure de consommateurs était très forte, c'est elle qui pouvait faire entendre raison et faire en sorte que ces sociétés ne répètent plus jamais ça. Vous avez des problèmes avec votre livreur, vous mettez un pays en difficulté sur le carburant et vous refusez de vous assumer, ne serait-ce que par un communiqué. Ce n'est pas responsable de sa part. Mais en face, qui est là pour lui faire entendre raison, pour lui faire rendre gorge? C'est en ce moment que les structures de consommateurs sont très importantes. Ailleurs, cette société ne fera pas ça 2 fois. Mais pour le moment, nous sommes au Burkina. Donc, c'est très très compliqué. L'autre aspect, c'est que beaucoup de cadres de ces mêmes structures de consommateurs sont inféodés aux leaders politiques. Ce qui fait que c'est difficile de regarder un homme politique en face et parler au nom du consommateur burkinabé et lui dire réellement ce que vous en pensez. Ça peut ne pas bien se passer parce que certains sont militants. Même si ceux qui ne sont pas militants, comme vous êtes dans la Ligue, il y a eu ces approches-là. Il y en a qui ont des faveurs liées à ça. Donc, ce n'est pas aussi simple que cela. Donc, à un moment donné, ça devient très compliqué. Et la parade, c'est sur les réseaux sociaux. On l'a même dit ici quand M. Ouedraogo était là la dernière fois. Nous lui avons posé la question, mais on est en train de remarquer que sur les réseaux sociaux, les consommateurs s'organisent et gagnent plus de résultats que vous. Pourquoi ? Mais parce que la structure est lourde, parce que c'est toute une administration avec tout ce qui va avec, il faut mettre des procédures, des méthodes, et à un moment donné, s'il y a un problème de moyens financiers, ça pose problème. D'accord, nous allons passer au deuxième sujet enrôlé pour cette convocation, et nous allons nous intéresser à l'actualité malienne et parler du bras de fer entre les autorités et certains médias étrangers du côté du Mali. Interdit de diffusion au Mali depuis le 17 mars dernier, RFI et France 24 ont été définitivement suspendus. C'est une décision de la haute autorité de la communication du Mali. Alors, juge va, les autorités qui décident de bander les muscles et surtout de durcir le ton. Oui, mais bon, je crois aussi que ce sont des autorités maliennes qui sont logiques avec elles-mêmes. Parce que ce qui a été invoqué pour d'abord suspendre RFI et France 24, c'est les mêmes éléments qui ont été répétés, les mêmes postures qui ont été affirmées par les mêmes médias pour qu'ils se voient définitivement suspendus. Donc, ce sont des militaires qui sont au pouvoir au Mali qui sont logiques, en tout cas avec eux-mêmes, parce qu'ils ne supportaient plus les critiques ou les informations qui étaient passées par ces médias-là. Et puis, n'oublions pas aussi quelque chose. Est-ce qu'on peut traiter, je parle des autorités maliennes, est-ce qu'on peut traiter autrement la France, sa présence militaire au Mali, que les médias? Est-ce qu'on peut faire une dissociation? Parce qu'on connaît France 24, quoi qu'on dise, et ces médias, c'est financé par l'État français, et le but
c'est de travailler au rayonnement de cette France-là à travers ses médias et au niveau international. C'est ça le but. Donc, c'est un peu la voix aussi de l'Élysée. Donc, sa ligne, sa posture, son inspiration, c'est le service diplomatique aussi français, c'est la même chose. Il n'y a pas de dissociation. C'est vrai qu'on va dire que c'est des journalistes, mais ils sont dans leur posture de façon arc-boutée, très bien alignés que la politique qui vient depuis l'Élysée et sa façon de voir ainsi que sa vision. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et c'était prévisible que dans la bagarre des chiffonniers entre le Mali et puis la France, les médias français allaient en partie, ces médias-là justement, qui portaient la voix de l'Élysée, je le répète. Maintenant, on peut venir maintenant sur le détail des reproches qui sont formulés. C'est clair qu'il y a un Mali qui est en train de s'assumer autrement avec de nouveaux partenaires et qui est en train de faire une guerre et qui n'a pas envie d'avoir des cailloux dans la chaussure, des gens qui leur rappellent à chaque fois que vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Ça devient compliqué. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Ça, c'est un autre débat. Mais pour l'instant, il y a un Mali qui ne peut plus accepter que ça continue ainsi. Que sur des exactions le matin, pas sur des exactions, sur des opérations qu'ils ont eu à diligenter, le lendemain matin, on leur dit qu'il y a eu 100 morts et que c'était des civils, c'est ceci, c'est cela. Sans, et c'est ce que reproche la partie malienne, sans qu'il y ait d'éléments et des faits bien élaborés qui soient présentés. On est beaucoup plus dans des annonces, comme le dit la partie malienne, sans éléments et sans faits concrets. Et pour eux, c'est que de la calomnie, c'est que de la fausse information et que c'est que de la décrédibilisation des dynamiques dans lesquelles ils sont. Est-ce qu'il faut en vouloir aux Maliens de voir comme ça? Logique pour logique. Dans la guerre Ukraine-Russie, c'est l'Union européenne qui a banni Sputnik et Russia Today, RT, sur tous les territoires européens, en tout cas le territoire dont ils ont la maîtrise. Qu'est-ce qu'ils ont évoqué? Que ces médias-là, c'est la voix du Kremlin et qu'ils racontent des mensonges. Les médias qui font de la propagande. C'est les mêmes reproches que les Maliens font à France 24 et à RFI. Moi, je suis journaliste. C'est dire que j'ai le penchant, comment dire cela, je suis plus enclin à être touché parce que c'est des journalistes dont le travail est en train d'être freiné. Mais là, c'est pas qu'une question de métier. C'est pas des médias comme True TV. Ils sont financés par l'État français. Donc c'est bien différent. Donc, il ne faut pas voir seulement une question de médias, il faut voir une guerre entre États. Entre un Mali qui a demandé clairement à des Français qui ont dit on s'en va, ok, partez, mais ils vont partir, mais ils vont traiter aussi comme ça les médias français qui sont sur place, qui sont financés, qui dérangent fortement la façon de gérer les choses au Mali. D'accord. C'est comme ça que moi je vois vraiment ce qui est en train de s'y passer, mais c'est dommage. Parce que je crois aussi on n'a pas besoin forcément d'entendre, c'est pas bon qu'on ne veuille entendre que ce qui nous arrange. Mais il y a aussi que RFI et France 24, même que ce soit dans le cas même burkinabé, on a vu quelquefois leur façon de traiter l'information, il y a beaucoup à redire là-dessus. D'accord. D'une suspension, on est passé à un retrait définitif de la licence de ces deux médias-là, France 24 et RFI. Alors, affirmer sa souveraineté, je dirais prendre une avance sur la guerre de communication, mais comment faire pour rester à cheval sur le respect des droits concernant la liberté d'expression, la liberté de presse? Cette question doit être posée autant aux Maliens qu'aux Français. Parce que la guerre Ukraine-Russie, quand elle a déclenché, ça n'a pas tardé là-bas. Très rapidement, les médias russes ont été bâillonnés, ça n'a pas traîné. Pour un pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, ça n'a pas traîné. Donc on pose la même question aux Maliens. Je pose la même question aux Français. Donc il y a un choix que les Maliens aussi ont fait, comme la France a fait un choix
Moi, j'en ai fait un avant-propos, mais que je respecte. J'ai trouvé ça que c'est très curieux que le pays de la liberté, le père des droits humains, parce que c'est sur la déclaration des droits de l'homme initiée par la France que l'ONU s'est inspirée pour créer la déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, c'est une France qui est en avant-garde par rapport aux questions de liberté et du respect des droits de l'homme, dont l'une des plus petites, c'est la liberté d'expression. Ça ne l'a pas empêché de dire à des médias russes de se taire. C'est un choix français que j'ai trouvé bizarre, mais que j'ai respecté, en toute sincérité. Le choix du Mali porte également atteinte à la liberté d'expression et de presse. C'est un fait, parce que c'est un principe universel. Donc la France et le Mali ont fait la même chose. Je déplore les deux cas. Ce sont des atteintes à la liberté d'informer, à la liberté d'expression. Mais je respecte les décisions des deux pays. La France, d'ailleurs, j'ai lu également qu'il y a vice du port, mais il y a vu de procédure, peut-être qu'ils iront en procès, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, je respecte le choix des deux pays, même si je les regrette profondément, que ce soit la France ou que ce soit le Mali. Mais c'est des choix, je dis bien que je respecte. Mais de mon point de vue, ça porte atteinte à cette liberté de presse, d'expression, la liberté d'informer. C'est un droit fondamental que la France et le Mali ont tous deux touché. D'accord. Alors, la suite justement par rapport à ce dossier, comment vous voyez cela, Viva? Non, il y a une action de diffamation de France 24 et de RFI au Mali et en France, parce qu'ils ont été comparés à Radio 1000 Collines. Ils disent que ça, c'est de la diffamation. Maintenant, c'est une question de perception. J'ai dit encore que pour ce qui est de l'Europe, quand il s'agit de Sputnik et de RT, écoutez les propos et réécoutez ce qu'ils ont dit de Sputnik et de RT. C'est pas des journalistes qui y sont, c'est pas des gens qui aussi je pense prennent de la distance dans leur papier ou dans leur... Si on ne leur reconnaît pas ça veut dire qu'on peut ne pas le reconnaître aussi à d'autres journalistes qui sont intégrés dans le même genre de moule, financés par des États et donc qui transpirent forcément une vision. Donc, pour moi, c'est aussi clair que ça. C'est des décisions dans lesquelles c'est triste un peu que ce soit des corps de métier qui payent ou qui pâtissent de froid entre diplomatie, mais on est en train de regarder, on est en train de voir où cela va aller, parce qu'il y a la question d'action en diffamation, on va voir où ça va aller. Mais je dis, les propos ont été très durs aussi quand il s'agit de médias russes en Europe. Donc nous regardons. Retrait définitif de la licence au Mali des médias français RFI et France 24, et également l'annonce de l'augmentation probable du prix du pain au Burkina Faso. Voici les deux sujets qui étaient enrôlés pour la présente convocation. Merci, messieurs les juges, pour les clés de lecture apportées sur ces deux sujets-là. C'est ici qu'on va mettre un point final à la présente convocation et se donner rendez-vous demain pour la même mission. Jetez un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.